Quelles sont pour vous les clés d'une transformation réussie? Alors, ça n'a pas franchement été discret, en fait. En deux mots, donc, pour effectivement expliquer, parce que c'est un peu compliqué, et très rapidement, parce qu'on a eu une conversation de 50 minutes, je crois qu'on t'en a préparé. On va résumer là, ça va être 8. On va résumer ça en 8 minutes, ça va aller très vite. Donc, il s'agissait en fait de préparer, effectivement, de créer des infirmières spécialisées qui sont en place depuis à peu près 40 ans dans le monde anglo-saxon. Et donc, il s'agissait en fait de passer d'un mode de formation sur un diplôme d'État, vous connaissez toutes les infirmières d'État, à un diplôme universitaire qui permettait effectivement d'accéder au niveau licence, master et doctorat. Ça concernait 750 000 professionnels, des paramédicaux. Il y a 18 professions paramédicales. Et à l'époque, le ministre m'avait donné carte blanche en me disant « Tu les mets pas tous en même temps dans la rue le même jour ». Donc on a fait ça, mais c'était pas franchement discret non plus. La deuxième transformation, ça a été effectivement de rédiger le projet médical de l'hôpital Necker. Pour ceux qui sont parisiens, vous savez qu'on a construit un nouvel hôpital. Et en fait, il s'agissait là aussi de passer d'un système en tuyau d'or. Vous connaissez tous les services de médecine, de chirurgie, de radiologie, de biologie, etc. Et c'est en fait de réécrire la totalité du projet de Necker sous la forme de programmes thématiques pour intégrer effectivement l'ensemble de ces professions dans un projet médical intégré et pour reprendre effectivement ce qu'a dit François Julien, travailler dans l'interdisciplinarité, donc on travaillait effectivement dans l'entre. Alors les clés de la transformation réussie, c'est premièrement, je crois essentiel, c'est l'anticipation, c'est-à-dire que alors on a franchement anticipé parce que les premières infirmières spécialisées, elles viennent de sortir. 15 ans après, donc on avait à peu près 15 ans d'avance. Mais il faut se donner le temps à soi-même, mais surtout il faut se donner le temps aux personnes qu'on emmène dans la transformation de comprendre, de s'adapter et de transformer effectivement leur propre existence. Le deuxième point, et là je vais être obligé de paraphraser, ou en tout cas d'utiliser les concepts que François Julien a exposés, et de m'arrêter sur en particulier sa métaphore sur l'art, sur Braque. Et je crois ce qui précède le modèle et ce qui précède la vision, mais la vision est fondamentale, c'est en fait ce qui précède, c'est la créativité et l'intuition. En amont du modèle, en amont de la vision, il y a nécessairement l'intuition et la créativité. Par contre, il faut savoir où on va, c'est la seule façon de donner confiance. Enfin, puis ça a été dit, il faut respecter la spécificité de chacun des métiers dans le respect de chaque métier. Éviter la globalisation, éviter les termes généraux, les termes universels, les termes globaux qui vont effectivement écraser, ce qu'a dit aussi François Julien, la spécificité de chacun. Et je crois aussi, ce qui est très important dans un monde où on est un peu globalisé, il faut respecter la nécessité de chacun d'avoir une maison, d'avoir un lieu dans lequel on s'identifie, éviter ce que j'appelle les SDF du programme ou les SDF du projet. Les gens qui ne vont pas se sentir à l'aise à l'intérieur de ce projet. Voilà. Et puis en dernier point, je crois ce qui est très très important, il faut que le projet, et François Julien en philosophe l'a pas évoqué, il faut rendre ce projet visible, tangible, qu'on puisse effectivement le voir, en tout cas le visualiser à l'intérieur de soi-même. Et surtout, je crois qu'il faut rendre ce projet désirable. Et j'insiste, il faut que le projet soit désiré par l'ensemble des acteurs qu'on va emmener dans ce projet. Alors j'en profite parce que je ne l'ai pas dit au départ, mais maintenant que tout le monde est là, vous allez, si vous le voulez, au fur et à mesure en fait de la prise de parole de nos intervenants, pouvoir poser des questions, toujours sur le même principe, c'est ça ? Oui, voilà. Et donc à un moment donné, on s'interrompra pour pouvoir répondre à vos questions. Oui, quand on a préparé un petit peu ensemble, j'avais envie de vous faire parler un petit peu d'un sujet d'actualité, sans rentrer dans le fond, mais que vous puissiez poser votre regard sur
finalement, ce qui fait que la réforme d'aujourd'hui fait, entre guillemets, pour paraphraser François Julien, événement. Voilà. En gros, comment expliquez-vous qu'on en arrive là? Ah, vous parlez de la réforme des retraites. Ah, absolument. Bon, alors, on est en campagne électorale, donc on ne va pas faire de politique. Voilà, on ne parle pas du fond, on est sur la forme. Alors, je suis en campagne électorale, puisque je suis maire adjoint à Sceaux. Alors, très rapidement, l'absence d'anticipation. On a vraiment l'impression, on a donné l'impression, enfin, les acteurs de cette réforme ont donné l'impression qu'ils avaient le feu aux fesses, qu'ils étaient pressés par le temps et qu'ils étaient victimes d'une contrainte extérieure qu'ils ne maîtrisaient pas. Ça, c'est le point. Donc, il n'y a pas vraiment. Je pense qu'ils ne se sont pas donné le temps de le faire. L'objectif est absolument pas clair. Personne ne sait où on va. Personne ne sait même l'expliquer. Les leaders, les acteurs du projet hésitent en permanence. Donc, évidemment, ça fout la panique à tout le monde. Et puis, il y a des termes qui sont utilisés qui sont absolument contre-productifs et anxiogènes. J'adore quand les porte-paroles de ce projet disent « il faut faire de la pédagogie ». Alors moi, je suis enseignant-chercheur, j'ai été pédagogue, et quand vous devez faire de la pédagogie, c'est que le machin que vous avez à expliquer est assez compliqué quand même. Ou bien que les auditeurs, mes élèves, mes étudiants, ils sont complètement stupides, ils sont complètement cons, ils n'ont rien compris au truc. Donc l'ensemble du truc, là, c'est vraiment très, 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 très anxiogène. Le dernier point, c'est éviter les termes suppression. Suppression des régimes machins. Quand vous supprimez quelqu'un, c'est que vous voulez leur mort. Et le geste qui montre l'anxiété, ça a été le geste symbolique des avocats qui ont jeté leur robe devant la ministre, devant la garde des Sceaux. Et ça veut dire qu'une profession est déshabillée au sens métaphorique du terme. Je crois qu'on a encore un petit peu... Ah ben non, moi j'ai fait vite. 1, 2, 1. Non, mais alors j'aimerais bien que vous nous racontiez quelques anecdotes quand même, parce que vous m'en avez, dans les 50 minutes, là, on avait quelques anecdotes assez amusantes, je trouve, sur la façon de prendre son temps, justement, pour accompagner les changements, notamment avec des collègues, certains de vos collègues, quand vous avez réaménagé Necker. Oui, alors, très rapidement, pour construire l'hôpital Necker, on a dû effectivement supprimer un certain nombre de services qui étaient installés. Et les gens étaient installés dans leur service, et vraiment, c'est leur service, on n'y bouge pas. Alors j'ai, en particulier, eu besoin de supprimer le service de mon collègue et ami, l'ophtalmologiste. Et l'ophtalmologiste, il m'a dit, écoute Francis, tu peux pas détruire mes bâtiments. Je lui ai dit, mais attends, t'es dans des Algeco, je te promets qu'on va te faire un service qui sera mieux que les Algeco. Et mais écoute, j'aimerais bien quand même visiter son service. Alors évidemment, il m'a donné rendez-vous à 21h30, pensant que 21h30, je ne serais pas disponible. Je lui ai dit, OK, pas de problème, je viens visiter à 21h30. Je suis arrivé à 21h30, il m'a fait visiter sa salle d'attente, il pleuvait dedans. Il me dit, ouais, mais c'est pas grave, j'ai mis un seau là, tu vois, c'est pas grave. Et puis, dernière anecdote, il pleuvait aussi un peu dans sa salle d'opération. Et puis surtout, il m'a dit, regarde, je vais te montrer un truc, c'est super. Je viens d'acquérir le dernier microscope de la rétine, absolument formidable. Et regarde où je l'ai mis. Alors je regarde, je l'ai mis dans mes chiottes. Et regarde, j'ai même gardé le mot WC pour pouvoir le mettre juste à côté de mon bureau. Il était extrêmement fier. Et là, j'ai senti qu'il avait un doute quand même. Et je lui ai dit, écoute, Jean-Louis, est-ce que tu es sûr que quand tu fais visiter tes collègues étrangers, par exemple les Américains, et que tu lui montres le microscope, tu l'as mis dans tes chiottes, ça serait peut-être mieux de le mettre ailleurs. Et là, j'avais gagné. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant, voilà, on lui passait le micro. Gérard Sylve d'Outremer, bonjour. Vous êtes directeur du développement RH au sein de la Fondation des apprentis d'Auteuil. Après avoir fait une carrière assez longue au sein de cabinets internationaux de conseil en management, dont vous étiez également associé. Autrement dit, et un peu pour poursuivre sur le chemin tracé par François Julien tout à l'heure, un détour ou un écart de 30 ans dans le consulting auprès d'entreprises cotées au CAC 40. Alors aujourd'hui, vous êtes chez les apprentis d'Auteuil depuis 1 an, une fondation catholique orientée dans le secteur social, dans laquelle le management est basé sur la coopération,
la co-construction, la coproduction, la co, etc. Donc c'est un changement de posture assez important. Autrement dit, vous êtes passé du CAC au co. La première question que j'avais envie de vous poser aujourd'hui, après un an, c'est ça va ? Comment ça va aujourd'hui ? La métamorphose, la vôtre ? J'aurais envie de vous dire tout va bien, ne t'en fais pas, pour paraphraser le titre d'un film. Je vais peut-être dire 2 mots, si vous me permettez, sur la Fondation d'Auteuil, parce que je pense que tout le monde ne la connaît pas aussi bien qu'on peut connaître Michelin, Thalès ou L'Oréal. Donc la Fondation d'Auteuil, c'est une vieille maison qui a été créée au 19e siècle par un père abbé qui a recueilli 6 enfants. Aujourd'hui, nous avons 27 000 enfants et 6 000 familles dont nous nous occupons, avec un effectif de 6 200 collaborateurs, 5 000 bénévoles, dont 1 200 permanents, et 230 établissements répartis en France, et quelques-uns dans les dom-toms. Donc une grosse machine. C'est une œuvre d'église, une fondation catholique, comme vous l'avez signalé, qui est placée sous la protection du diocèse de Paris, et qui, dont la baseline, je dirais, est la confiance peut sauver l'avenir. Donc tout un programme. Effectivement, je l'ai rejointe il y a 1 an, suite à un concours de circonstances. J'avais aussi envie, à un certain niveau, enfin à un certain stade dans ma carrière, de faire quelque chose de différent et de me dire que quand je m'arrêterai dans quelques années, je n'aurais pas fait que du conseil, même si évidemment c'était assez confortable. Après 30 ans, on fait les choses de manière un peu automatique, sachant néanmoins que le consultant doit s'adapter à chaque situation qu'il rencontre vis-à-vis des nouveaux clients qu'il peut servir. Alors, par rapport à votre question, oui, c'est un changement de posture relativement important. Passer d'un job très commercial et de production de missions en parallèle à un poste fonctionnel dans une organisation très particulière dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on est vraiment dans ce champ-là. Qui plus est, avec cette dimension catholique et œuvre d'église qui rajoute un niveau de complexité ou de particularité qui crée un écart encore plus grand vis-à-vis de ce que j'avais eu l'occasion de connaître pendant de très nombreuses années. Du CAC au co, c'est vrai que Auteuil fonctionne beaucoup dans tout ce qui est intelligence collective, co-construction, participation, implication de l'ensemble des acteurs. Donc c'est effectivement une nouvelle manière de travailler pour moi que j'apprends petit à petit. Alors des changements, vous en avez conduit pendant 30 ans quand vous étiez dans le conseil. Fondamentalement, qu'est-ce qui change en termes de posture, de fonctionnement ? Peut-être quelques anecdotes pour illustrer un peu le gros changement. Alors, bon, la Fondation est dans un processus de changement permanent, je dirais, depuis 150 ans d'existence. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis les années 2002 avec les nouvelles lois sur la protection de l'enfance. Donc, beaucoup de transformations organisationnelles et également la manière de délivrer les programmes auprès des jeunes et des familles. Plus récemment, on est impacté, et c'est tout à fait actuel, par la réforme de la formation professionnelle qui conduit 17 de nos établissements à revoir les programmes, les modes d'intervention, le fait qu'on va recevoir des publics différents au même moment dans les mêmes lieux. Donc pas mal d'accompagnement à faire et la DRH évidemment accompagne la direction de l'activité pour se préparer à ces changements. Des anecdotes, je ne sais pas. Je pourrais dire qu'il m'a fallu quelques mois quand même pour réaliser le fait que, si je voulais simplifier les choses, je dirais que quand on est consultant, ce que j'ai fait longtemps, on produit quelque chose, bon, on a un brief. Là, en fait, il faut comprendre la culture et l'histoire de l'organisation. Donc ça, c'est déjà assez différent. On a un brief, on produit quelque chose, on fait un plan de déploiement, on déploie, on communique, et ça se passe comme ça. Là, c'est un processus complètement inversé. On met les gens autour de la table, un grand nombre, et on coproduit. Alors au début, ce terme co m'agaçait un peu. J'ai compris que finalement, c'était aussi efficace que de produire et de déployer. Finalement, le fait de produire ensemble crée l'appropriation pendant le processus de construction. Donc, quand je dis que j'ai eu une petite... il m'a fallu un peu de temps pour le comprendre. On avait produit quelque chose, peu importe, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis au moment de le mettre sur le marché, je dirais, le DG me dit « Mais Gérard, est-ce que tu as associé un tel ? Est-ce que tu as fait comme si avec un... » Je lui dis non, j'étais persuadé de la qualité du produit, que je n'avais pas fait seul dans mon coin, bien évidemment. Mais je n'avais pas associé assez de personnes selon les standards de la Fondation. Et donc, j'ai dû ranger ma copie pour repartir la produire différemment.
Donc là, vous êtes en train d'engager une transformation qui va concerner en fait l'ensemble des salariés à travers la mise en place du SIRH, Système d'information de gestion des RH. Quel accompagnement vous avez mis en place concernant cette transformation ? Alors, je vous rassure, on a déjà des embryons du SIRH parce qu'on ne gère pas 6200 collaborateurs sans rien. On a déjà évidemment un système qui fait tourner notre paye et également la formation. La Fondation investit beaucoup sur la formation parce qu'on est dans un secteur où on a besoin de se former pour pouvoir servir les jeunes et les familles. Alors, le SI RH, qui est plutôt un SI talent sur des fonctionnalités de recrutement, de gestion des carrières, de gestion de la mobilité des potentiels, de la succession. Bon, ça sera tout simplement une solution du marché qu'on est en train d'acquérir. La chose qui me frappe beaucoup en tant qu'ex-consultant qui a eu l'habitude de faire progresser les clients, leur faire prendre conscience des changements qui arrivent, qui vont leur tomber sur la tête, c'est qu'il me semble que mes collègues de la Fondation n'ont pas tous conscience de l'effet assez structurant de la mise en place d'un système d'information, notamment dans le domaine RH. La Fondation est organisée en 5 grandes régions, avec un principe d'autonomie relativement appuyé. Donc les régions fonctionnent à peu près de la même manière, mais ont quand même des marges d'autonomie assez larges sur la manière de faire tourner les process RH. L'arrivée d'un système d'information va beaucoup structurer et va obliger tout le monde à fonctionner de la même manière. Gros changement. Alors, on est évidemment accompagné par un cabinet qui va nous aider à faire ce change, en fait, et ce saut vers de nouveaux modes de fonctionnement. J'ai également fait venir un mécénat de compétences dans l'équipe au sein de ma direction pour pouvoir nous aider et nous appuyer sur les changements à faire passer, je dirais, auprès des équipes. Et puis, j'ai quand même appris de ma récente expérience à Auteuil. Donc, on a mis en place tout un nombre relativement significatif d'ateliers avec les régions et des représentants des régions, RH, de tout niveau, pour que l'on puisse paramétrer l'outil en fonction des besoins et des souhaits de chacun. Ok, merci beaucoup. Alors, je propose maintenant qu'on s'aventure vers une épopée familiale qui démarre il y a un peu plus de 50 ans, dans le sud-est de la France, de l'union de 7 familles pépiniéristes, nées en 1968, ça ne s'invente pas, Starfruit, éditeur de variétés fruitières engagées, qui permet quoi ? Non, pas qui permet, qui promeut des valeurs... T'as allumé votre micro ? Ouais. Oui, je crois bien. Oui. Qui promeut des valeurs d'innovation, de partage et de développement responsable. Alors, juste, voilà, en gros, la Pink Lady, je suis sûre que vous connaissez tous. Moi, j'ai un paquet d'ados, ils mangent des pommes, donc merci, la Pink Lady. Voilà. Isabelle Vauvy-Vuillet, vous êtes la 4e génération à reprendre le flambeau familial. Après 20 ans sur l'île de la Réunion, en tant que professeur de lettres, ça ferait plaisir à François-Julien. Latin, grec et tout ou... Non, mais c'est bien quand même. Et donc, après ces 20 ans sur l'île de la Réunion, vous décidez, il y a 4 ans, de rentrer au pays, travailler comme pépiniériste aux côtés de votre frère. Qu'est-ce qui a motivé ce retour à la terre, en quelque sorte ? Ben écoutez, je dirais que c'est une sorte de crise de la quarantaine agricole, en quelque sorte. Je me suis dit que voilà, j'avais enseigné pendant 20 ans, j'avais envie d'arrêter de bouger dans tous les sens et j'avais besoin d'ancrage. Donc voilà, c'était d'abord un choix géographique et puis j'avais envie aussi de l'entreprise parce que je trouvais que c'était un lieu qui pouvait permettre le travail d'équipe, ce qui m'avait, je pense, manqué dans mon métier d'enseignante. Et j'avais envie, en fait, de revenir à ces fondamentaux. Et aussi parce que, donc, pour bien comprendre ce qu'est Starfruit, c'est l'association de 4 familles de pépiniéristes, enfin de 7 au départ, mais de 4 aujourd'hui, qui ont ensemble décidé de s'unir pour sourcer des variétés de fruits, pour pouvoir proposer à leur clientèle des pépinières des variétés nouvelles. Et ce mélange en fait de l'entreprise individuelle de production en plus,
moi, me plaisait. Et le fait que ces entreprises de production aient l'intelligence, déjà il y a 50 ans, de s'unir pour dépasser leur modèle concurrentiel et se grouper pour devenir plus intéressant, pour capter de l'innovation variétale, je trouvais que c'était un très beau projet. Et du coup, la conjugaison de ces deux aspects dans l'entreprise m'a poussé, a forcé mon retour, quoi. Voilà. Donc, l'histoire de Starfruit, elle est indissociable, vous l'avez compris, de Pink Lady, parce que, disons, ce modèle Starfruit qui est d'agréger des sociétés individuelles pour créer en fait un collectif, c'est vraiment structurant dans l'entreprise et c'est ce qui a donné naissance en fait au modèle Pink Lady. Du coup, en fait, c'est, je pense, une transformation importante de l'entreprise qui a été d'ailleurs la cause de l'intervention de la SF Coach chez nous dans Starfruit, parce que l'arrivée de Pink Lady, ça a métamorphosé l'entreprise Starfruit. Parce que on était, nous, au départ, une entreprise qui cherchions à capter de l'innovation variétale pour notre propre compte. Et avec Pink Lady, autour d'une variété, Starfruit et toute une filière a construit un système collaboratif de partage de la valeur pour promouvoir dans le temps une variété qui allait permettre, en fait, et c'était l'idée de départ, de vivre de son verger pendant la durée de la vie du verger. Donc l'idée de départ, c'est vraiment d'articuler autour d'un produit une démarche collective qui va permettre, en fait, de mailler, en fait, tous les acteurs d'une filière qui sont naturellement des concurrents, donc de les unir pour produire ensemble et gouverner et piloter ensemble disons une aventure autour d'un fruit, d'en faire une marque, d'en faire un succès et du coup de faire vivre toute la filière, c'est-à-dire les producteurs, les pépiniéristes, les metteurs en marché, de les faire vivre correctement du produit qu'ils ont entre les mains. Donc là, on voit bien que les transformations que vous évoquez ont pour singularité de s'inscrire en fait dans un milieu paysan, donc un milieu plutôt traditionnellement individualiste, et donc ce fonctionnement en réseau est encore plus atypique. Donc au départ, c'était un réseau, on va dire, familial. Aujourd'hui, c'est un réseau mondialisé. Et vous parlez même sur votre site d'écosystème solidaire. Vous nous en dites un peu plus, peut-être ? Oui, je pense que c'est ce que j'expliquais jusqu'à présent. C'est, disons que les valeurs familiales qui construisent l'entreprise Starfruit, je pense qu'elles irriguent aussi la démarche Pink Lady, c'est-à-dire qu'en fait, on cherche à produire autour d'un projet, autour d'un fruit, une valeur commune partagée. Donc, c'est là qu'est l'écosystème solidaire, c'est-à-dire que cette démarche, je trouve qu'elle est un modèle en fait de construction collective parce qu'elle a mis en place une gouvernance dans laquelle tous les acteurs du système sont représentés à part égale. Il y a un collège de producteurs, un collège de pépiniéristes, un collège de metteurs en marché, et tous ces acteurs en fait, de façon solidaire et voilà, alors qu'ils sont naturellement concurrents, vont dans le même objectif. Donc je trouve, c'est l'intérêt de cette démarche, c'est aussi sa modernité parce qu'elle n'est pas toute neuve, et c'est moi en tout cas ce qui m'a donné envie de revenir, quoi. Ok, je vais me tourner vers, merci beaucoup Isabelle, je vais me tourner vers ceux qui nous ont fait une compilation ou une reformulation, je ne sais pas, des questions. Alors, on vous encourage à en poser d'autres parce qu'on n'en a eu qu'une. Mais on va quand même la lire. Direction de la transformation, est-ce qu'on entend? Oui. Direction de la transformation, donc une nouvelle étape ou une nouvelle dénomination de la direction RH. Alors écoutez... Alors, à mon avis, ça c'est une question qui anticipe sur la suite. Ah. Ouais.
Mais alors du coup, on dit jamais mais nous. Et en même temps, ce que je vous propose, c'est qu'on continue. Parce qu'effectivement, sans transition, comme disent les journalistes, sans transition. Mais ça tombe assez bien. Parce qu'en fait, voilà donc le directeur de la transformation, Arnaud Attia. C'est bien vous, vous êtes le seul d'ailleurs, qui s'appelle comme ça. Non, mais je dis ça parce que je meuble, je cherche, je sais plus. Oui, je sais maintenant. Vous êtes docteur. Oui, on va vous passer le micro. Il est éteint celui-là. Donc, je reprends. Deuxième docteur, mais cette fois-ci en sociologie des organisations, consultant en conduite de changement chez Capgemini. Il a été cité tout à l'heure. Et depuis 7 ans, c'est maintenant, vous êtes donc en charge chez Thales d'un programme de transformation des organisations et des individus. Vaste programme. Alors, peut-être ce qui serait intéressant, c'est de nous dire quel a été le point de départ de la création de ce programme. Et puis, voilà, peut-être citer quelques actions emblématiques. Merci Véronique. On pourra répondre à la question tout à l'heure, si vous voulez. Je regarde pour donner ma vision. Thales, je pense que je ne vais pas présenter. Groupe de 80 000 personnes, civil et défense dans l'équipement. Oui, comme vous l'avez dit, on en est à notre 8e année du projet d'entreprise, projet de transformation, comme la plupart des grandes entreprises internationales en ont. À l'origine, il y avait surtout la conscience que celui d'avant s'était lamentablement planté. Alors pourquoi s'était-il planté ? Parce qu'il était quasiment exclusivement financier. Et il était convaincu que la plupart des actions qui devaient être menées devaient avoir un impact direct sur le compte de résultat. Celles et ceux d'entre vous qui ont mené des projets de transformation savent que c'est juste illusoire, qu'on ne met pas la transformation en équation. Et donc ça s'est mal terminé pour ce projet. On est donc reparti de zéro, avec finalement une vision. Alors je dis des choses que vous avez déjà entendues, donc j'essaye de consolider aussi. Une vision assez simple, en quelques mots, une vision sur 10 ans. Et puis le cadre imposé était extrêmement mince, ce qui a donné la possibilité à chacune des unités du groupe de fixer ses propres objectifs et ses propres priorités. Et la combinaison de ce cadre très mince et de la grande marge de manœuvre qui était donnée aux unités a donné une dynamique, j'ai envie de dire même une socio-dynamique qui était très engageante pour les équipes qui l'ont menée, tant et si bien qu'on en est à notre 8e année, ce qui montre dans le grand panel des projets de transformation qu'on n'était pas très loin de la vérité. Maintenant, si vous me demandez quelques actions, je vais en donner une ou deux en termes d'engagement surtout. Engagement et partage. Les questions, les réponses, c'est super. Oui, c'est la télépathie. En termes d'engagement et de partage, on y reviendra, mais c'est à mon sens la principale difficulté. Comment on garde les gens engagés ? Surtout quand on a un projet international avec des cultures différentes. On a mis en place un projet intéressant qui a joué sur les fuseaux horaires, parce qu'on est présent dans la plupart des fuseaux horaires. On a commencé à Sydney en Australie en faisant travailler une équipe sur un certain projet d'intérêt local et aussi global. Et puis pendant plusieurs heures, ils ont travaillé. Puis au bout de quelques heures, ils ont terminé leur travail. Puis ils ont appelé leurs copains indiens pour les briefer et faire un passage de relais. Nos copains indiens ont continué à travailler avec leur grille de lecture, j'ai envie de dire. Et puis quand ils ont terminé, ils ont appelé leurs copains de Dubaï. Et puis on a fait c'est un peu l'Eurovision, le Mondovision, puis l'Europe, puis l'Amérique du Nord, puis l'Amérique du Sud. Et à la fin, on a une forme de patchwork pas si hétérogène, où on a des équipes très différentes, de cultures, de pratiques différentes, qui ont travaillé sur un thème commun, mais avec des approches extrêmement à la fois différentes d'un côté, mais aussi convergentes. C'est toute la beauté d'un projet de transformation. Alors, quand on a un peu préparé cette table ronde, vous me disiez que vous étiez un petit peu revenu de tout ce qui était transformation collective, que vous aviez le sentiment d'arriver un peu au bout. Et donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je regarde, parce que le livre est là. Vous avez écrit un livre en 2018. Et peut-être que ça serait bien que je me lève et que j'aille le chercher. Comme ça, je vais le montrer. Hop, je me lève, comme ça me fait bouger un peu. Voilà, on improvise un peu, voilà. Et c'est encore une histoire de voyage. C'est un voyage au centre de soi. Merci. Voilà, alors je le montre. Voyage au centre de soi. En fait, vous avez souhaité revenir à ce qui vous paraissait essentiel, ou pour paraphraser la phrase de... J'espère que j'ai bien le prononcé, Wittgenstein. Si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même.
Est-ce que c'était ça, un peu, le moteur de l'écriture, de Voyage au centre de soi? Véronique, vous avez dit en quelques mots près de 20 ans de réflexion, mais c'est un peu ça. C'est une synthèse, c'est un métier. Oui, je vois ça. Non, mais là, vous mettez le doigt sur donc une maturation, comme dirait François Julien, qui est quand même beaucoup plus lente. Puisque j'ai des consultants là autour de moi, je pense que vous comprendrez. Quand on fait à l'époque, ça s'appelait la conduite du changement ou l'accompagnement de la transformation, on travaille surtout sur l'accompagnement collectif, l'accompagnement des équipes, un peu à tout niveau de l'organisation. Je trouve qu'il y a 20 ans, certains leviers marchaient et on les actionnait sans trop se poser de questions. Je trouve qu'aujourd'hui, je vous donne ma vision d'un praticien du changement, ces leviers marchent moins, voire même beaucoup moins, voire même plus du tout. Alors, juste en 2 mots, pourquoi? Je trouve qu'il y a des vagues de transformation qui sont succédées les unes après les autres. Par essence, les résultats d'un projet de transformation n'est pas forcément celui qu'on attend. Et les organisations, en tous les cas internationales, se sont, on va dire, allégées. Ce qui fait qu'on donne souvent on confie la transformation souvent aux mêmes personnes. Tout mis bout à bout, on a une forme de saturation d'une couche managériale qui voit arriver les transformations les unes après les autres. Et je pense qu'il y a une forme de fatigue, en vérité. Alors, soit on est désabusé, soit on est fatigué, mais vous trouverez un terme qui vous va le mieux. Et donc, je suis arrivé à ce constat il y a quelques années où je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il faut prendre le sujet par l'autre bout de la pelote et de se dire qu'aujourd'hui, au lieu du changement collectif, on a plutôt intérêt à regarder l'individu. Parce qu'en plus, la société devient de plus en plus individualiste, les concepts un peu englobants, l'Europe, la nation, le syndicat, vous mettrez les termes que vous voulez, sont aussi challengés. Si on regardait l'individu, et c'est en ce sens où la démarche de coaching a été intéressante, comment on fait pour aider l'individu à se transformer, pour au final, bout par bout, arriver à une transformation collective? C'est pas simple. Effectivement, la phrase de Wittgenstein m'a beaucoup intéressé. Mais comment appréhender l'homme avec un grand H dans son entier, c'est compliqué, et pas simplement dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle. Le rapport au temps, le rapport à Dieu, le rapport à la mort, à des choses dont on n'a pas forcément l'habitude de parler. Et là, les sciences n'ont pas été suffisantes. Ni les sciences expérimentales, ni les sciences humaines. J'ai jamais trouvé de discipline, de langage qui me permette d'appréhender l'homme dans son entier. Et j'ai trouvé le langage symbolique. C'est donc le parcours que j'ai décrit dans ce livre. Un parcours en 12 étapes sur la base de 12 symboles. Alors, dans ce livre que j'ai lu, en plus, et ouais, bravo. Et ça m'a passionnée. Il y a des choses qui ont vraiment résonné par rapport à notre conversation. Il y a un aspect, notamment, et en plus sans lunettes, il y a un aspect sur la violence, que vous dites donc au cœur de la... C'est pas facile sans lunettes quand même, c'est pas grave. Au cœur de l'homme et au cœur de la civilisation. Et moi, j'ajouterais même au cœur de l'entreprise, parfois, souvent même. Et puis aussi tout un chapitre sur les vertus de l'échec. Et je me suis demandé si c'était dans cet esprit-là que vous aviez mis en place ce dont vous m'avez parlé, c'est-à-dire des séances d'arts martiaux avec vos dirigeants. Oui, alors en 2 mots, les livres de développement personnel m'ont souvent laissé sur ma faim parce qu'ils y relevaient d'une pensée positive, souvent, pas tous, mais souvent, qui ne me semblait pas englober toute la réalité. La violence dont vous parlez, on la vit dans les entreprises au quotidien. Comment fait-on pour intégrer cette violence et la rendre féconde finalement parce qu'elle signifie quelque chose? Donc ne pas la nier, c'est déjà quelque chose. Et effectivement, un des moyens de traiter cette violence, comme vous l'avez dit, c'est de la canaliser, de la ritualiser. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les arts martiaux pour ça. Et effectivement, nous avons mis en place il y a quelques années des séances d'aïkido pour des programmes de top managers. Et c'est venu d'où? C'est venu de l'envie, de l'intuition que je voulais voir des grands chefs tomber. Je voulais voir des grands chefs tomber tous en kimono et les uns après les autres. Et je voulais qu'ils tombent tous, qu'ils se voient tomber les uns les autres, qu'ils réfléchissent aux raisons pour lesquelles ils sont tombés et peut-être à la manière dont ils pouvaient mieux tomber ou moins tomber la fois d'après. Et du coup, la vertu de l'échec que les anglo-saxons utilisent bien, qui est moins connue dans les pays anglo-saxons, me semblait intéressante. Et il m'est revenu la phrase de Beckett
bon, qui est un peu ancien, mais pour ceux qui aiment le tennis, Stan Wawrinka a ça sur son bras. Donc la phrase, je vous la dis, c'est déjà essayé, déjà échoué, essaie encore, échoue mieux. Donc, je terminerai par ça. Je pense que alors, les entreprises font souvent ce qu'on appelle des post-mortem ou des analyses d'échecs. Je pense que si on prend l'échec sous son angle positif, c'est extrêmement fécond. Merci beaucoup, Arnaud Attia. Je me tourne vers... Non, je peux continuer à dérouler mon fil. Je continue à dérouler mon fil. Alors, réorganisation il y a 2 ans. Réorientation de son business model et de son leadership. Leadership, ça donne une petite indication. Chez Michelin, la transfo est partout et continue. Ça ferait plaisir à François Julien. Il y a 9 mois, votre nouveau directeur général, PDG, Florent Manégo, affirme « Tout sera durable chez Michelin demain ». Nicolas Beaumont, bonjour. Vous êtes le directeur du développement et de la mobilité durable, donc... Vous êtes au cœur de la transfo, non ? Alors, je suis au cœur de la transfo, même si la transfo n'était pas une transformation pour rendre le groupe durable, et on va revenir là-dessus. Mais j'ai été acteur à plusieurs titres, et on va revenir là-dessus dans quelques minutes. Il faut que je refasse un tout petit peu d'histoire du groupe Michelin pour que vous compreniez la transfo que nous vivons aujourd'hui. Le groupe Michelin, quand il a été créé, était vraiment un groupe de mobilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les avions Breguet était fabriqué par Michelin. Citroën appartenait à Michelin avant d'être vendu à Peugeot. Michelin a inventé la Micheline, qui était un train sur pneus, qui était sur rail. Michelin était partout. Michelin est une entreprise de mobilité. Et Michelin est une entreprise totalement orientée client, même si ça se basait sur l'innovation. Et le durable était présent depuis le départ, puisque les premières publicités pour Michelin, c'était le pneu qui dure plus longtemps. Donc on était déjà dans une logique contre l'obsolescence programmée pour le durable. Et puis il y a eu une rupture dans les années 50 qui a été l'invention du pneu radial, qui était encore une invention durable, parce que c'était un pneu plus léger, qui utilisait moins de matière, qui durait encore plus longtemps. Et de 1950 aux années 2000, toute l'entreprise s'est organisée pour radialiser le marché. Alors, vous avez entendu parler, pour ceux qui ont mon âge, quand on apprenait le code de la route, on apprenait encore qu'il y avait le pneu radial, le pneu conventionnel, tout ça, ça a disparu. Le marché tourisme a été radialisé, le marché poids lourd, le marché aérien, le marché des pneus de génie civil, des engins de construction, etc., etc. Et ça fait qu'après toute la radialisation des marchés, l'expansion de Michelin dans le pneumatique, Michelin, d'une entreprise de mobilité, était devenue une entreprise de pneus. Et donc, à part, il restait encore les cartes et guides et un certain nombre de choses, mais c'était devenu une entreprise de pneus avec des personnes qui pensaient pneus, avec de la recherche qui pensait pneus, et il a fallu rouvrir. Donc, pour rouvrir, ça a démarré par des acquisitions, un peu de l'opportunisme, on se cherchait, et puis ensuite on s'est dit, mais faut changer, il faut qu'on retrouve cette transfo, ça a été de retrouver les racines qu'on pouvait avoir. Donc là, vraiment, il y a eu tout un travail, à la fois pour sortir du pneu, remettre le client au centre, parce que quand on radialisait le marché, c'était on fait des pneus géniaux, ils ont qu'à l'acheter, quoi. Donc remettre le client au centre, donc réorganiser en organisant les business units, pas par produit, mais par client. Et donc passer du pneu au service, parce qu'une ville, on lui vend pas des pneus. On lui vend des pneus, mais on lui vend des services de logistique, on lui vend de la maintenance des flottes, on lui vend des tas de choses comme ça. Donc il y a eu tout un travail fait avec les cadres dirigeants du groupe, les 100 cadres dirigeants, pour décrire ce que serait l'entreprise de demain, un modèle, comme aurait dit Françoise Julien. Et puis ensuite, ce modèle qui était à la fois une entreprise orientée client, une entreprise de mobilité, une entreprise tout durable, comment est-ce qu'on met ça en œuvre? Et donc, j'y ai participé à plusieurs titres, à la fois responsable du durable, mais aussi en tant que cadre dirigeant, et puis en tant que personne qui devait se l'approprier et aider pour le changement. Alors, il y a eu un article il n'y a pas très longtemps, en décembre dernier, je crois, du magazine Forbes, qui titrait Michelin, une transformation XXL. Donc, c'est manifestement assez gigantesque.
Ça concerne, vous m'aviez dit, des gens au sein des usines, des plus petites unités jusqu'au top management. Oui, ce qu'il faut voir, c'est que Michelin, c'est 130 000 personnes, mais ça s'appelle en France, la société, c'est la manufacture française des pneumatiques Michelin, parce que sur les 130 000 personnes, 70% du personnel sont des personnes qui fabriquent du pneu dans des usines. Et donc, à partir du moment où vous faites une transformation et que vous dites on va faire de la mobilité, immédiatement, vous êtes anxiogène. On parlait des retraites tout à l'heure. Qu'est-ce qui va m'arriver? Moi, je fais du pneu. Et puis, je suis dans une ville où tout le monde a toujours fait du pneu. Et puis, si je fais plus du pneu, qu'est-ce que je vais faire demain? Donc, déjà, d'arriver à créer un narratif, de raconter une histoire. Mais une fois que vous avez fait le narratif, que vous avez raconté l'histoire, il y a une phrase qui est assez rigolote qui dit « Culture eats strategy at breakfast ». La culture mange la stratégie au petit-déj. Donc vous pouvez avoir construit tous les modèles que vous voulez. Si les comportements, la culture ne permettent pas de mettre en œuvre, c'est un peu le modèle chinois. C'est-à-dire, est-ce que vous avez les conditions qui font que la bonne pente, qui fait que l'eau va s'écouler? Et là, il y a eu tout un travail pour, c'est quoi la bonne pente? Et en bon français, on a créé des modèles, donc des modèles de comportement, des modèles de leadership qu'on a co-construits, etc. Mais au-delà de ça, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec SF Coach, il y a eu une décision de se dire il faut que les 4 dirigeants, quelque part, soient coachés dans cette transformation. Et vous parliez tout à l'heure de l'équilibre entre la transformation globale et la transformation individuelle. Là, quelque part, Michelin a fait un mélange entre le modèle européen et le modèle chinois, c'est-à-dire à la fois le modèle, le déploiement, le truc très process, et en même temps le coaching individuel de plus de 100 cadres dirigeants pour opérer au jour le jour cette transformation. Moi, j'ai personnellement été coaché par une des personnes qui est là pendant 1 an l'année dernière. Alors, quand on a préparé un peu, vous m'aviez dit que vous posiez une question, ça serait intéressant de voir si ça inspire les coachs ou pas. On m'avait dit, c'est super, nous on propose le coaching à tout le monde, quel que soit le niveau. Le problème, c'est que c'est toujours ceux qui, en gros, en ont le moins besoin qui sont d'accord. Et on n'arrive pas, en fait, à faire... Oui, c'est une question vraiment compliquée qui est quel est le rôle du coaching individuel et qu'est-ce qu'il peut amener? C'est un peu quelqu'un que vous obligez à faire une psychanalyse contre son gré, quelque part. On fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Et donc, toute la question est comment vous faites pour avoir un équilibre entre la transfo que vous pouvez opérer. Quelque part, les personnes que vous avez dans votre entreprise, c'est celles que vous avez embauchées. Donc, ça veut dire quelque part, en termes de comportement, en termes culturels, à un moment donné, elles correspondaient à ce que vous attendiez. Ensuite, moi, j'ai 56 ans, on ne change pas comme ça. Donc, comment est-ce que vous arrivez à opérer la transfo? On a lancé, il y a 4 ans, toute une logique de responsabilisation. Et là, on a mis en place des tas de modules pour responsabiliser les équipes. Le constat qu'on a fait au bout de 2 ans, c'est qu'on a réussi à responsabiliser les équipes, donc quelque part, les managers avaient bien la typologie pour permettre la responsabilisation des équipes. Et ça, c'est vraiment une question de fond. Et là, je pense que les différents coachs de SF Coach, parce que moi, je connais que mon coaching individuel, ce serait intéressant de voir, vous 10 qui est impliqué dans la transformation de Michelin, de faire un bilan de quelle manière on arrive quand même à faire changer quelqu'un qui n'a pas vraiment envie, sachant qu'à ça, on rajoute un truc process, c'est-à-dire qu'on est en train de changer notre rémunération variable, la fixation des objectifs. Donc là, on retombe dans des trucs RH extrêmement structurés. Donc comment la combinaison entre des éléments RH extrêmement structurés, plus du coaching individuel, plus un narratif et une urgence de changer auquel tout le monde adhère, comment est-ce que ces différents éléments vous permettent de faire une transformation réussie et non forcée, comme disait François Julien tout à l'heure, parce qu'une transformation forcée, au bout d'un moment, elle est rejetée, et puis le système bloque et il ne se passe plus rien. Merci beaucoup, Nicolas Beaumont. Du coup, vous voyez, vous avez une question, même si vous n'en avez pas pour les invités. On a un invité qui a une question, et j'espère que vous allez tout à l'heure pouvoir l'éclairer. Merci de passer le micro. Voilà, Marianne Pau-Corbel. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez rejoint le groupe L'Oréal en 1990, dans lequel vous avez majoritairement occupé des postes en lien avec les RH. En 2018, donc, je vais dire l'année dernière, enfin un peu plus d'1 an, alors que la digitalisation explose au sein des entreprises, y compris au sein des RH, vous décidez de remettre du H, le H de humain, au cœur de votre fonction et plus largement au cœur des métiers RH.
Donc vous prenez alors la direction de l'animation et du développement des métiers RH en France, tout en démarrant un cursus de coach pro. Quelle est alors votre double intention ? Alors déjà, je ne suis pas sûre que ce soit moi qui ai décidé de remettre du H au RH. Je crois qu'au contraire, justement, c'est peut-être le paradoxe, c'est que la digitalisation, la révolution digitale n'a jamais autant impliqué les RH et la nécessité a mis l'humain finalement au cœur de l'entreprise avec des enjeux qui sont de réfléchir sur nos modes de fonctionnement, sur nos organisations, sur le leader de demain, sur les compétences dont on aura besoin. Donc les RH n'ont jamais été autant à la manœuvre, j'ai envie de dire. Et l'enjeu, et c'est le sens de la création de mon job, c'était d'accompagner les RH dans ces enjeux et d'accompagner la transformation digitale des RH. Et alors la formation de coach en même temps ? Alors la formation de coach, je pense que quand on est RH, on est un peu seul. Et finalement, au bout d'années de pratique, on éprouve le besoin d'avoir des nouveaux outils, d'être irrigué par de nouvelles compétences, de nouveaux pairs aussi, et d'avoir une forme de miroir aussi sur sa façon de fonctionner, de l'enrichir. Donc c'était un cheminement. Et puis tout simplement aussi un besoin, parce qu'on se rend compte que nos organisations n'ont jamais autant eu besoin d'être accompagnées. Nos managers réclament d'être accompagnés, les RH réclament d'être accompagnés, les employés ont besoin d'accompagnement. Et c'est vrai qu'il y a une richesse dans tous les dispositifs qu'on peut imaginer grâce au coaching. Donc aujourd'hui, vous accompagnez ceux qui accompagnent au sein des entreprises, une espèce de mise en abîme. Alors concrètement, ça se traduit comment ? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour les accompagner ? Alors déjà, je ne sais pas si c'est une mise en abîme. En fait, les RH ont besoin de se recentrer sur leurs fondamentaux, qui sont d'accompagner des collaborateurs et des organisations dans des transformations, mais ce n'est pas nouveau, il y a toujours eu des transformations dans l'entreprise. Celles-ci sont peut-être violentes, rapides, mais c'est quand même leur cœur de métier de préserver et de développer le capital humain de l'entreprise, et ça n'a pas changé. Par contre, il y a 3 axes, je dirais, pour les accompagner. Le premier, c'est de travailler sur leur efficience, et ça, toutes les nouvelles technologies nous permettent de faire des RH différemment. La data nous permet de faire un certain nombre de choses. On ne recrute plus de la même façon, ou en tout cas, on peut, grâce à l'intelligence artificielle, diversifier notre sourcing et puis se concentrer ensuite sur la relation humaine avec des candidats beaucoup plus divers et qui auront été présélectionnés d'une certaine façon. Le learning est complètement révolutionné avec le e-learning. Donc tout ça augmente l'efficience RH et doit amener aussi les RH à réallouer des ressources sur de nouvelles activités où ils vont créer davantage de valeur grâce justement à la digitalisation, par exemple. Donc ça, c'est le côté plutôt efficience avec un peu le RH 3.0. Donc il faut les accompagner, travailler différemment. Le deuxième levier, c'est, j'ai envie d'appeler le RH augmenté. C'est le H qui est augmenté, finalement. Plus que jamais, il accompagne. On lui demande d'accompagner. Et donc là, c'est là où nos coachs et tous les outils de coaching sont extrêmement utiles. Chez L'Oréal, nous formons nos RH. Il y a un séminaire et certains de coachs qui travaillent avec nous sont là aujourd'hui. On a 250 DRH qui ont été formés aux outils de coaching avec un séminaire qui s'appelle Coaching Tools for HR, qui leur apprend justement à diversifier leurs outils, à avoir des postures différentes et à intégrer certaines postures de coach en fait dans le suivi de leurs collaborateurs. On travaille actuellement aussi sur le coaching de carrière, en partant du principe que des choix de carrière, finalement, c'est pas seulement des choix professionnels, c'est des choix de vie, et qu'il faut que dans l'entreprise ou dans la façon d'accompagner les carrières, nos RH bien sûr, mais nos collaborateurs aussi, aient la possibilité de poser un certain nombre de choses et d'avoir aussi un regard un peu différent qu'un regard seulement professionnel. Donc on les accompagne dans ce sens-là. On a, par exemple, on était en train de travailler sur l'importation dans l'entreprise d'outils d'outplacement.
en disant finalement on peut inventer aussi lean placement pour l'accompagnement de carrière. Ça c'est plutôt pour la partie finalement, voilà, comment est-ce qu'on augmente l'accompagnement de l'humain, avec aussi l'idée qu'on doit équiper nos managers à mieux gérer aussi leurs people, leurs collaborateurs. Et c'est ça aussi le H augmenté, c'est que c'est pas seulement l'apanage des DRH, et que les DRH doivent aussi accompagner la transformation de des managers. Et puis le troisième pilier sur lequel on travaille, c'est l'écologie du DRH, parce que finalement, dans ces périodes de transformation, les RH sont de plus en plus une profession à forte charge mentale, et comme d'autres professions, et donc comme le coaching, travailler aussi sur des dispositifs de supervision pour nos DRH, c'est un enjeu extrêmement important, et on a mis en place un pilote l'année dernière qui fonctionne extrêmement bien. Et finalement, on se dit que nos RH doivent être gérés de façon exemplaire, puisqu'en fait, ils ont une posture dans l'entreprise qui est particulière, et que si déjà on a cette valeur d'exemplarité, on aura des RH qui seront eux-mêmes exemplaires avec leurs collaborateurs et qui montreront leur voie. Donc c'est aussi le sens de ces innovations pour la filière RH. C'est pour ça que c'est intéressant de gérer cette filière-là. C'est que si ça fonctionne bien, ensuite on peut déployer à l'ensemble des autres métiers. Et alors du coup, ça va, je peux poser ma dernière question. Donc, si vous aviez 3 clés, vous, pour une transformation réussie, ça serait quoi ? En fait, j'ai envie de répondre avec ma casquette de coach. La clé, je pense, pour une transformation, c'est de s'adresser aux 3 batteries, finalement. La batterie tête en montrant la vision, et qui est finalement le cadre dans lequel ensuite la créativité et le talent de chacun va pouvoir s'exprimer. La batterie corps, qui est comment est-ce que j'équipe mes équipes pour pouvoir gérer ces transformations, être outillé et semer les plans d'action et les récoltes. Et puis surtout peut-être la batterie cœur, parce que comme vous le disiez, il faut aussi créer du désir, de l'envie, et c'est là le sens même, je pense, du métier de RH, et là où vous, coach, vous pouvez aussi énormément nous aider. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci. Alors, je me tourne vers Jean-Louis, José. Est-ce qu'il y a des questions ? De toute façon, vous avez posé une question collectivement, donc on va revenir à vous après. Alors, il y avait celle sur la transformation. Peut-être vous pouvez... Oui. Vous avez répondu, il me semble, peut-être que sur la direction de la transformation, de nouvelle dénomination, la direction RH. Je crois que c'était... vous avez répondu à la suite de cette question qui anticipait sur votre exposé. Il y a... Allô ? Oui. Pour Isabelle Vauvy, qui concerne finalement la première, c'est quels sont les éléments qui ont le plus aidé ces potentiels concurrents que vous avez fait travailler en réseau à collaborer, et non pas à se concurrencer, collaborer, coopérer au-delà des valeurs communes. Donc quels éléments les ont aidés ? Question subsidiaire, la question des écarts culturels, comment vous les avez gérés, comment vous y êtes pris ? Finalement, ça rejoint un petit peu la question de comment, quand on a des intérêts, des visions du monde différentes, comment on arrive à coordonner et concilier ces différentes représentations dans un projet où tout le monde converge. Sur les écarts culturels, en réalité, je pense qu'il y en a peu, parce que c'est une filière où les individus sont concurrents, mais ils sont en réalité très proches les uns des autres. Donc il n'y a pas de gros écarts, il y a peut-être des écarts. C'est une filière européenne, voire mondiale pour certains aspects, donc il y a effectivement des écarts culturels entre les différents pays, mais je dirais qu'au sein de la filière européenne, quand même, il y a une convergence... il y a une convergence de vues assez évidente.
Je dirais que la réussite du projet, c'est l'envie. C'est l'envie de faire. Il y a quelque chose d'un peu utopique au départ dans cette vision, et c'est la dimension presque irréalisable du projet, en tout cas qui semble au départ être utopique, qui en réalité a, je pense, stimuler les acteurs, quoi. Et puis c'est aussi la nature des acteurs. Je pense que c'est aussi lié aux personnes. Il y a dans cette organisation des individus qui ont été suffisamment à la fois désintéressés et charismatiques pour arriver à emmener tous les autres. Donc voilà, c'est à la fois du hasard, de l'envie, très peu de modélisation pour le coup. Alors je pense qu'on est dans une filière qui est tellement peu outillée pour faire tout ça qu'elle le fait à l'instinct, et ça marche aussi. Ça marche aussi de façon assez spontanée et simple. Voilà. Donc, ouais, je dirais que c'est ça. Dans cette filière-là, c'est ce qui a fonctionné. Ça a fonctionné aussi parce que ça a marché. C'est-à-dire que, tout simplement, le succès de cette pomme, le fait qu'elle a été valorisée et qu'elle continue de l'être, voilà, a fait qu'il n'y a eu aucun ferment de division à l'intérieur du groupe. Chacun a eu sa part. Voilà. Donc tant que ça fonctionne pour tout le monde, ça continue de fonctionner. Voilà. Jusqu'au moment où peut-être ça sera moins idyllique. C'est peut-être c'est peut-être demain ça. Mais pour l'instant, tant que la valeur partagée elle est équitable, ça fonctionne. Je crois que mon voisin voulait réagir sur l'envie, le désir. Si, je vous ai vu. Oui. Il y a plusieurs niveaux, très rapidement, parce que, comme vous savez, je suis chercheur en neurosciences et vous avez prononcé un mot qui est très très important, c'est l'instinct. On a parlé d'intuition tout à l'heure, et ce dont il faut être conscient, il y a des modélisations en neurosciences dures, c'est-à-dire vraiment de savoir comment marche le cerveau dans des grosses machines comme l'IRM. Ce dont on s'aperçoit, c'est que l'intuition et l'instinct est probablement la première démarche que l'on a devant une problématique ou devant une question qui se pose. La rationalisation, elle est secondaire. On s'aperçoit, en fait, on rationalise ce qu'on a intuité initialement. Et ça fait partie de la créativité. Il y a très 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 peu de travaux en neurosciences sur la créativité, parce que pour l'instant, ça reste quand même une boîte noire, mais c'est probablement ce qui nous fait bouger, ce qui nous donne envie de faire. La créativité, parce que c'est une chose qui est l'envie dont vous parliez tout à l'heure, le désir qui a été évoqué, le désir dont j'ai parlé, c'est parce que c'est une source de plaisir. Et on ne fait rien sans plaisir. Je vais passer la parole à Arnaud Attia qui veut dire quelque chose. Oui, moi j'aimerais revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure sur la direction de la transformation. Moi, la question que je me pose et que je vous pose, c'est qui est à l'origine de la transformation ? Moi, je trouve, c'est mon sentiment personnel, que la RH a un peu perdu en empreinte, en impact sur les questions de transformation, parce qu'elles ont été elles aussi allégées. Et moi, je trouve que l'ARH qui était au centre de la transformation a peu à peu laissé la place au management de haut niveau dans l'analyse et l'impulsion de la transformation. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais je me dis que si vous, coach, vous voulez travailler utilement sur la transformation, je pense qu'il faut aussi regarder du côté des managers, qui soient d'ailleurs de managers intermédiaires aux managers supérieurs. Et du coup, moi, j'encouragerais les RH, s'il y en a aussi, de reprendre ce rôle central, parce que qui mieux qu'un RH a la vision de l'avenir, du présent et du passé. Aujourd'hui, c'est la manière dont le coach donc, est piloté dans la transformation de Michelin, puisqu'effectivement, c'est le service du personnel, parce que chez Michelin, on dit service du personnel, parce qu'on considère que les femmes ne sont pas une ressource, et qui pilote justement toute cette logique de coaching individuel ou collectif. Je pense que ça dépend beaucoup des entreprises. Chez L'Oréal, on pense que la transformation, la responsabilité de la transformation, c'est l'affaire des patrons, en fait, et qui doivent être totalement partie prenante des transformations, et que les RH doivent accompagner ces transformations. Et
Et au total, c'est un travail d'équipe, mais qu'on ne peut pas se passer d'avoir des patrons qui se sentent totalement responsables et investis. Oui, pardon, peut-être pour compléter, quand je suis arrivé à la Fondation il y a un peu plus d'un an, bon, il y a, comme je l'ai dit, pas mal de projets d'évolution, de transformation, et je me suis dit, tiens, pourquoi n'y a-t-il pas de direction de la transformation? Alors on avait quelques personnes qui étaient un peu plus dévolues dessus, mais pas de direction de la transformation ou pas de direction des grands projets. Je continue de penser qu'on pourrait en avoir une, mais bon, ça c'est des questions que j'ai posées, j'ai eu mes réponses. De fait, à la RH, on est censé impulser des changements, mais on ne peut pas impulser des changements sur un champ qui n'est pas le nôtre. C'est un peu difficile aussi. Donc je rejoins un peu ce que vous dites chez L'Oréal. Des transformations de métier, mais vraiment au sens delivery, je dirais. La RH, on est un peu loin. Des transformations d'organisation, on en est un peu loin. Donc il y a une question de légitimité qui se pose, et les RH ont une certaine légitimité à impulser, à accompagner certainement, mais à impulser, c'est un peu plus délicat, je trouve. Juste pour rebondir, j'étais assez amusé quand vous parliez de Michelin et des 120 cadres dirigeants qui ont été amenés à réfléchir à la nouvelle organisation. J'étais habitué à ce modèle. Je dirais que si on proposait ça à la Fondation d'Auteuil, on irait droit dans le mur. C'est totalement l'inverse, et on aurait associé, alors vous êtes 130 000, on n'est que 6 200, mais on essaye d'associer peut-être pas 6 200, mais la plus grande part possible des collaborateurs. Donc c'est un modèle complètement différent qui rejoint la première question que vous m'aviez posée sur ce switch que j'ai dû faire en arrivant à Auteuil. Oui. Alors on a d'autres questions qui sont là. Jean-Louis. Oui, ça fuse. Alors il y avait une question pour Arnaud Attia, qui était sur le phasage des transformations. Par quelle phase vous êtes passé au cours de 8 ans? Et une autre question qui rejoint celle-là, c'est la question de la respiration. C'est-à-dire que pendant un processus de transformation long comme celui-là, comme ceux que vous évoquez d'ailleurs dans ces différents témoignages, comment on continue à respirer? Quelle est la place pour le souffle? Question très complexe, parce qu'on est dans une contradiction, dans un paradoxe. On a un cadre financier qui, en tout cas dans les boîtes du CAC 40, qui est totalement présent et contraignant. Il y a des choses qu'on doit délivrer à un certain moment pour que le compte de résultat soit comme on attend qu'il soit, et que les actionnaires soient contents et que l'action monte, grosso modo. Et en même temps, la transformation prend du temps, et il y a un besoin de respiration, et l'homme se transforme plus lentement que l'organisation, je trouve. Donc il faut à la fois donner ce cadre que j'appelais moi un peu imposé, top-down en bon anglais, mais le plus mince possible, géré par des gens qui sont capables de combiner le court terme et le long terme. Et c'est en ce sens que les compétences des leaders de la transformation sont importantes, et que ces leaders-là sont rares. Cette capacité à être un peu en hélicoptère, très bon dans la vision au niveau, mais aussi très bon dans la vision au quotidien. C'est une gymnastique qui est usante. Et comme je le disais, comme c'est souvent sur les mêmes épaules que ça tombe, il faut savoir avoir un vivier de gens capables de les piloter et de ne pas toujours donner ces questions sur les mêmes épaules. Sur la respiration, qui est-ce qui veut... Juste une petite chose sur la respiration. Je pense que les métiers de patron de la transformation, de DG comme DRH sont des métiers à forte charge mentale, que je pense que tous les dispositifs de supervision sont des dispositifs sur lesquels il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et qui sont un moyen de créer des moments de respiration. En tout cas, nous, quand on a mis en place ce dispositif de supervision pour les DRH, c'est comme ça qu'ils appelaient ces journées qui étaient balisées dans leur agenda, et ils se libéraient systématiquement pour y assister, comme je pense que les coachs le font avec leurs superviseurs. Si je peux rajouter sur la respiration, donc chez Michelin, il y a eu plusieurs transformations de l'entreprise. Et ce qu'on a toujours dit, c'est Michelin est une entreprise assez stable dans le temps, c'est qu'il faut toujours faire une transformation quand ça va bien. Parce que c'est le fait de le faire quand ça va bien qui permet d'avoir la respiration. Et qui permet effectivement d'expliquer, et qui permet effectivement vis-à-vis d'actionnaires qui n'auraient pas une vision durable, c'est-à-dire que l'équilibre entre profit, people et planète, de pouvoir justement arriver à gérer ça et de pouvoir ralentir certaines parties de la transformation sans être poussé par l'extérieur.
Moi, je pourrais rajouter quand même que ça marche très bien aussi de faire une transformation quand ça va mal. Parce que nous, à Starfruit, précisément, ce passage, ce développement de l'entreprise, il a provoqué des changements dans la gouvernance de l'entreprise et un état de crise qui a fait qu'on a fait appel donc voilà, à l'ASF Coach. Et c'est précisément parce qu'on était en crise qu'on a eu besoin d'évoluer, de changer. Et je trouve qu'en fait, il n'y a pas plus puissant moteur que l'état en fait d'inconfort de la crise. C'est-à-dire qu'il y a un tel bénéfice à changer que évidemment on évolue. Donc je dirais que pour nous, en tout cas, c'est l'état de crise et l'état d'inconfort dans lequel on était qui a fait que voilà, le travail de coaching au sein de Starfruit, hein, là je suis sortie de Pink Lady, a été efficace. Autre question ? Secoue-le, des fois quand on se couche, ça fonctionne. Ah ouais, tu crois ? Ça va marcher ? Je suis pas sûre que les techniciens ils vont aider. Bon, une autre question sur, en fait, qui va recouper un peu ce dont vous avez parlé, qui était l'intelligence collective. Vous avez plus ou moins tous abordé cette notion-là, soit dans des cadres de collaboration, de coopération, de co-construction. Il y a une question donc plus globale par rapport au métier, à l'accompagnement, aux accompagnements, qui était de dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous ici réunis par rapport à un souhait, à une envie, un désir d'ouverture aussi de l'ASF Coach, dont le slogan est au cœur du monde du travail. Donc vous, dans vos organisations, dans quelle mesure vous voyez les métiers de l'accompagnement, les différents types d'accompagnement pour la réussite de vos transformations? C'est-à-dire qu'on a entendu coaching, on a entendu coaching d'organisation, coaching individuel, intelligence collective. Pour vous, votre recette, ce que vous auriez envie de mettre sur la table, ce serait quoi dans le cadre de vos transformations dans vos organisations ? Étant pas un spécialiste du domaine, je dirais il faut tous. Je vois aujourd'hui chez Michelin, et ensuite c'est pas un plan dicté d'avance. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'aujourd'hui le comité exécutif du groupe a un coaching collectif avec un coach pour eux. Ensuite, il a été décidé que donc les 100 cadres dirigeants se verraient proposer un coaching individuel. Ensuite, il y a un certain nombre, puisqu'on a une entité Progrès qui sont des consultants internes qui animent un certain nombre de transformations, mais tout ça, je dirais, se fait par en regardant quelles sont les conditions réalisées. C'est-à-dire qu'il y a différents systèmes qui existent. Chez Michelin, il y a toujours eu du coaching, en ce sens que n'importe qui, dans le cadre de son développement de carrière, discussion entre le manager, le service du personnel et la personne pouvait être amenée à utiliser du coaching. Donc on l'a toujours eu. Ensuite, le fait de mettre l'accent sur l'un ou l'autre dépend un petit peu des situations. Pourquoi est-ce que le comité exécutif a décidé qu'il voulait un coach collectif ? C'est parce qu'à ce moment-là, ils voulaient changer leur manière de travailler pour travailler plus en équipe. Donc je pense qu'il y a plusieurs solutions adaptées et aux différentes étapes de la transfo. D'une façon en générale, fonction du potentiel de situation. Et de l'ordre. Absolument, avec peut-être, en ce qui concerne L'Oréal, un axe sur tout ce qui est le développement de l'intelligence collective, tout ce qui est co-développement, etc., qui en plus crée un esprit d'équipe, et donc on travaille beaucoup sur tout ce qui est co. Mais bien évidemment, tous les sujets individuels, et on essaye de tester tout ce qu'il y a d'un peu nouveau, notamment coaching, e-coaching, voilà, on teste, on aime bien tester les innovations aussi. Bon voilà, vous avez dit co, c'est le mot magique. Et voilà. Alors dans le Allez-y. co, je pense qu'à Auteuil, on est champion. Non, ce que l'on a mis en place depuis quelques années, depuis 5 ans, donc bien avant mon arrivée, c'est un programme de formation au management coopératif. Donc on a un programme avec trois boîtes de formation, de conseil, 3 cabinets, où on fait passer l'ensemble de la ligne managériale. On en est à 600 managers formés.
Et c'est un programme qui dure 6 jours, donc c'est 2 jours, 2 jours, 2 jours, répartis sur en gros un trimestre. Et l'ensemble des cadres ou des encadrants doit suivre ce programme, sachant que quelqu'un qui ne voudrait pas n'est pas obligé, évidemment. Donc on a 600 personnes formées aujourd'hui. On est vraiment alors vous parlez d'intelligence collective, nous on dit penser, agir ensemble, donc c'est vraiment cette philosophie de co-construction et de travail collaboratif. Alors c'est un programme qui était prévu pour s'arrêter fin 2020, on l'a prolongé d'1 an, et comme on souhaite continuer, parce que forcément on a des nouveaux managers qui arrivent, on a quand même 600 recrutements par an, donc c'est un volume assez significatif, à notre échelle évidemment, d'essayer d'internaliser une partie de ce programme pour ne plus dépenser de l'argent, enfin pas inconsidérément, mais on est une fondation financée par l'impôt et par des dons et legs, donc on est quand même très regardant sur nos dépenses, et c'est un effort significatif pour la fondation. Par rapport au coaching, on observe une montée en flèche des demandes de coaching individuel. Je ne suis pas convaincu que c'est forcément une bonne demande, et on est déjà sur la solution quand on a identifié ce dont on avait besoin. Donc je pense qu'il y a un travail à faire pour démêler le vrai du faux, compte tenu du fait qu'on est quand même plutôt convaincu qu'il y a un besoin d'un certain nombre de personnes, essayer de former une équipe de coachs internes, sachant qu'il y a des questions éthiques aussi qui ne sont pas tout à fait simples à résoudre. Donc voilà, on est en réflexion là-dessus. Oui, pour adresser le marché, moi je verrais deux ou trois pistes. La première, c'est comme je disais tout à l'heure, le coaching du cadre dirigeant qui est à l'origine de la transformation, notamment pour la gestion du symbolique, les grands jalons, la gestion de sa parole, la gestion de sa présence ou de son absence, ce qui fait partie du leadership. En vérité, on parle de transformation, mais c'est souvent des transformations. Donc moi je verrais bien un coaching de projet de transformation, parce qu'il y a un chef de projet, il y a des équipes. Et puis ce que vous disiez tout à l'heure, le co-développement marche très très bien, parce qu'il y a un besoin urgent de travailler en transversal avec des gens qui parlent de leur sujet dans un environnement bienveillant. On a encore du temps. Oui ou non? On peut. Encore une. Donc ça servira de chapeau. Donc, quelle transformation silencieuse voyez-vous aujourd'hui et demain, donc projection, dans vos organisations? Et je compléterai en disant, ces transformations silencieuses, comment vous les faites mûrir si vous les aidez à éclore? Alors, je vais répondre, je vais dire un mot sur la question précédente. Sur les structures hospitalières publiques, pour l'instant, la nécessité d'avoir du coaching, soit d'entreprise ou individuel, se heurte au fait que le système est hiérarchiquement divisé. L'hôpital public est géré par en fait 3 corps qui sont en concurrence les uns vis-à-vis des autres, voire en hostilité vis-à-vis des uns des autres. Il y a la direction administrative qui a des objectifs. Il y a le corps médical qui est élu. Le responsable du corps médical est élu. Et puis il y a un 3e acteur dans l'hôpital public universitaire, c'est le doyen. Pour arriver à mettre ces 3 ensemble pour rédiger un projet médical, il a fallu un miracle. Et effectivement, il a fallu, comment dirais-je, un commitment, comme on dit en anglais, de ma petite personne, et ça m'a pris plein temps pendant 5 ans. J'ai fait que ça. Et ça, ce petit miracle, en plus, il est difficile à répéter, parce qu'à l'intérieur même du système hospitalier public, les différents hôpitaux sont en concurrence et se détestent. Donc pour arriver à refaire une transformation de l'ensemble de l'hôpital public universitaire, dont vous avez vaguement entendu parler à la télévision sur par exemple la crise des urgences, ce truc va être nécessaire, ça va arriver, mais ça va se faire sous contrainte forte. Et là, ça va être une crise, mais alors je vous raconte pas. Ça va pas être les pépiniéristes, hein. Ça va être, franchement, je veux dire, et
Et là, la Pink Lady, elle va servir à que dalle. Là, je vais vous dire, ça va vraiment être extrêmement difficile. Alors, par contre, pour parler de transformation silencieuse, la transformation silencieuse qui est en cours aujourd'hui et qui rencontre des résistances, mais vraiment, elle va se mettre en place, vous l'avez dit, chez L'Oréal. Et je le sais de mon métier sur l'imagerie médicale, ça va être l'intelligence artificielle et la digitalisation. Ça va tout balayer. Et aujourd'hui, les résistances qui sont certaines, parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, l'exercice médical, ça reste dans le colloque singulier, le one-to-one, le malade, le médecin, ça va tout balayer. Et ça va se faire probablement dans les 3-4 ans qui viennent, parce que les systèmes d'intelligence artificielle, les systèmes de prise en charge numérique vont vraiment se mettre en place, malgré la résistance d'un corps médical qui est aujourd'hui relativement, j'espère qu'il n'y a pas trop de médecins dans la salle, conservateur. Je dois aller tout à l'heure assister aux vœux du président du conseil départemental du 92. Je ne tiendrai pas le même discours. Alors, la transformation silencieuse, mais elle est plutôt sociétale, hein, à laquelle est soumise Michelin, et qui est une des raisons de la transfo, mais pas seulement, c'est la transformation complète de la mobilité dans le monde, pour rendre une mobilité plus durable, hein, plus sûre, meilleure pour l'environnement, plus efficace, plus accessible. Et là-dedans, on retrouve la digitalisation comme un moyen, on retrouve l'autopartage, on retrouve l'électrification des véhicules, avec donc la disparition à terme de tous les centres de vidange, la disparition des véhicules appartenant à des personnes, donc tout passant en flotte, en gestion de flotte. Donc il y a une véritable révolution du domaine de la mobilité. Et c'est pour ça qu'il était essentiel de toute façon que Michelin se réoriente vis-à-vis des clients et non pas vis-à-vis des produits, parce que ce qui va être constant, c'est les clients et le besoin de mobilité. Le comment va complètement évoluer et c'est à cela qu'il faut qu'on se prépare. Absolument. Et je vois une autre révolution silencieuse, c'est l'écosystème de l'entreprise. L'entreprise n'est plus une espèce de système fermé avec ceux qui sont dans l'entreprise et ceux qui sont en dehors de l'entreprise, mais on réinvente complètement les relations avec nos partenaires, avec une réflexion sur le salariat, et finalement sur cet écosystème dedans-dehors entre l'entreprise et ses partenaires, et une vision du salariat qui est complètement presque dépassée aujourd'hui. Merci, je vais faire la transition. Une autre révolution silencieuse, ce sont celles des nouvelles générations qui poussent et face auxquelles on se trouve assez souvent démunis. Comme vous le disiez, ce n'est pas la même vision de l'organisation, ce n'est pas la même vision du management, ce n'est pas le même lien à l'entreprise, ce n'est pas le même lien à leur bonheur, à leur environnement de travail. Et tout ça, c'est assez désarçonnant. Donc je pense que pour des coachs comme vous, ça doit être absolument passionnant de retisser le lien social qui tient compte des aspirations des générations montantes. Alors, je ne sais pas si c'est une révolution silencieuse, si c'est une révolution et si elle est silencieuse. Donc, deux changements qui sont que nous vivons actuellement au sein de la Fondation, mais je pense dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, d'autres acteurs le vivraient aussi. C'est qu'on intervient de plus en plus. Alors là, je suis vraiment dans le métier, hein, avec les familles et dans les familles, alors que jusqu'à maintenant, on avait des enfants qui nous étaient confiés. Alors autrefois, c'était des orphelinats, les enfants étaient coupés de leur famille, ils n'en avaient même plus. Évidemment, tout ça a beaucoup changé. Mais la tendance actuelle est de renforcer et de maintenir le plus possible le lien avec la famille, et nos travailleurs sociaux interviennent dans les familles de plus en plus. Donc ça veut dire des modes d'organisation complètement différents, puisque les enfants restent éventuellement dans les familles, on vient les visiter à des moments clés de la journée, le matin, le soir, le coucher, etc. Donc ça, c'est une transformation du métier et de la posture de l'accompagnant relativement forte. Deuxième sujet qui n'a pas vraiment de rapport avec le premier, on s'est lancé, alors on n'a pas attendu 2020 pour s'y lancer, mais on met la pédale plus forte sur tout ce qui est évaluation et politique qualité. Donc ça veut dire se lancer dans des démarches qualité, la mise en place d'indicateurs, la mise en place de dispositifs de mesures,
sachant que dans un secteur social, c'est extrêmement difficile. Enfin, c'est peut-être plus difficile que de contrôler la qualité d'un pneu. Enfin, je n'ai rien contre... voilà, c'est pas du tout une pierre dans votre jardin, mais quand on dit quelle est la performance d'un éducateur, c'est extrêmement difficile à évaluer. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Auteuil veut insister pour les années qui viennent, parce qu'on a des comptes à rendre. Quand je suis arrivé, je ne vais pas être long, quand je suis arrivé à Auteuil, il y a un peu plus d'1 an, je me suis dit, tiens, tu arrives dans un secteur non concurrentiel par rapport au secteur des cabinets de conseil américains dans lesquels j'étais. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. On est extrêmement concurrentiel sur des chapitres, le recrutement, l'obtention de fonds publics ou privés. Donc voilà, on a aussi des comptes à rendre à nos financeurs, à nos donateurs, à l'aide sociale à l'enfance, aux familles et aux jeunes que l'on sert. Donc le volet qualité est extrêmement important pour l'avenir. Je ne sais pas si on a le temps d'une dernière question ou pas. Moi, je voudrais juste dire, pardon. pour terminer, que pour ce qui nous concerne, nous, je pense que la révolution, il faudra qu'elle soit absolument pas silencieuse, parce que le monde agricole, jusqu'à présent, on l'entend jamais, ou très mal, ou très peu. Voilà, sa parole n'est pas audible, et je pense que la transformation qu'il doit faire, ça c'est évidemment qu'il doit la faire au même titre que l'ensemble de la société, il faudra qu'il la fasse et qu'il commence par la faire en parlant, quoi. Voilà.